Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est pour prolonger ce que vient de dire Jean-Pierre, c'est que peut-être même je suis plus optimiste que lui. Moi, je pense que l'espace de débat est toujours ouvert. En tout cas, de mon point de vue, je redis ce que j'ai toujours dit à de multiples occasions. Je suis prêt à participer à n'importe quelle discussion, à n'importe quel moment, sans préalable, avec qui que ce soit, sur l'enseignement des SES. Voilà. La deuxième chose, c'est que le thème que nous avons retenu avec Jean-Pierre portait sur le statut des disciplines, et en quelque sorte, le projet qui est le mien, c'est d'essayer de prendre les SES, les débats sur les SES, plutôt comme un cas d'école que je connais un peu moins mal que les autres de cette question des disciplines, que de faire un exposé en soi sur les SES. Hein, voilà. Donc c'est pourquoi je vais commencer par faire mon introduction pour donner quelques éléments, hélas, d'actualité, vous comprendrez le hélas rapidement, sur les débats sur les disciplines. Alors j'annonce d'entrée de jeu quelle est ma thèse, et puis j'essaierai de la démontrer chemin faisant. Ma thèse, si vous voulez, c'est que les sciences économiques et sociales, donc ça a à voir avec l'histoire que nous connaissons bien grâce à Elisabeth Châtel notamment, l'histoire des SES, les conditions de la naissance des SES a conduit à la création de ce que certains appellent une conscience disciplinaire, c'est-à-dire un ensemble de représentations du corps professionnel des SES, de ce qu'est leur discipline, qui s'est constitué dans un moment très particulier qui est la fin des années 60. Et dans ce moment-là, ce qui était dominant du point de vue de la critique de l'institution scolaire, c'était un discours qu'on retrouvait du côté des institutions, les colloques de Caen et d'Amiens, etc., puis qu'on va ensuite retrouver dans la mouvance de mai 68, dans les mouvements pédagogiques, qui était une critique du fonctionnement traditionnel de l'institution scolaire, centrée sur les disciplines, découpée, faisant trop de place au rôle magistral du maître, etc., etc. Avec le recul, alors je dois dire, je fais un coming out, hein, que j'ai participé complètement, l'âge aidant, j'ai participé complètement à cette mouvance-là. Hein. Mon inspirateur initial quand j'ai commencé à enseigner, c'était Neil, les libres enfants de Summerhill. J'en avais redéoté des extraits à la machine à alcool et je distribuais ça à mes collègues dans la première salle des profs où j'étais auxiliaire. Hein, voilà. Donc, j'ai participé complètement à cette idée-là. Il se trouve que le temps passant, et l'âge aussi peut-être, j'en suis venu à un certain nombre une posture critique, et ma grille de lecture aujourd'hui c'est un peu celle de Boltanski et Chiapello, c'est-à-dire qu'il y a eu ce qu'on pourrait appeler une critique artiste de l'institution scolaire qui a mis en avant ses côtés les plus traditionnalistes, les plus archaïques, etc. Et il se trouve qu'aujourd'hui les règles du jeu ont changé, c'est-à-dire que cette critique artiste est devenue l'idéologie dominante. La critique des disciplines, je vais y revenir, la critique de la magistralité, la critique du maître qui sait plutôt que d'être un accompagnateur, etc., etc., cette critique est devenue le discours dominant. Et je pense que l'un des drames de l'enseignement des sciences économiques et sociales, c'est que la culture qui reste majoritaire est héritée de cette conscience disciplinaire des années 60. On le voit dans le discours sur ce qu'on appelle l'attachement au projet fondateur, j'y reviendrai éventuellement. Et du coup, il y a une prise en tenaille, si vous voulez, de cette ambition qui se vit subjectivement par les acteurs comme critique. L'ambition aussi, sur laquelle je ne doute pas, hein, de la volonté de démocratisation scolaire qui est celle des acteurs de ce discours, et le fait que les conditions du débat social, politique sur l'institution scolaire ont complètement changé, et que, à mon sens, ça conduit à faire fausse route. Donc c'est cette thèse-là que je voudrais démontrer. Voilà. Alors de ce point de vue-là, c'est cohérent avec ma réaction initiale au discours de Jean-Pierre. Je pense que si on veut rester fidèle à l'ambition critique et à la contribution de l'enseignement des SES à la démocratisation de l'école, il faut accepter de remettre à plat ce discours fondateur produit dans des conditions historiques données, et il faut accepter de prendre au sérieux un certain nombre de travaux qui ont été menés sur l'institution scolaire, sur les apprentissages, parce que je crois qu'actuellement, ils ne sont pas pris au sérieux. C'est-à-dire que dans un certain nombre d'instances propres au SES, l'APSES et d'autres d'ailleurs, dans les structures syndicales par exemple, on fait intervenir des membres du GRDS qui parlent des malentendus des apprentissages,
Et puis une fois qu'on a fait ça, on revient au discours antérieur qui me semble assez largement contradictoire avec la prise en compte de ces acquis. Et donc je pense que s'il était possible de mettre ces choses-là à plat, sereinement, en s'appuyant sur des travaux, on ferait de grands progrès. Je ne sais pas si ça sera possible, en tout cas moi je le souhaite. Alors donc, en guise d'introduction, je voudrais donner quelques illustrations du débat actuel sur les disciplines. Le premier, qui je dois dire m'a beaucoup énervé, on en parlait avec deux collègues là juste avant le début, c'est cette note publiée par l'IFE, ex-INRP, qui s'appelle « Éduquer au-delà des frontières disciplinaires ». Et je crois que c'est une bonne illustration de ce que j'appelle aujourd'hui la doxa, c'est-à-dire le fait que la critique artiste de l'école est devenue l'idéologie dominante des autorités. Hein, voilà. Alors, le premier mot, le surtitre ici, le premier terme qui apparaît, c'est carcan disciplinaire. Et ensuite, tout le long, c'est déployé. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'à aucun moment, l'auteur de cette note, mais Olivier Rey, le responsable de la cellule de veille auprès duquel j'ai protesté, m'a dit que la cellule de veille de l'IFE était solidaire de cette note. Très bien, parfait. À aucun moment, il ne trouve utile de justifier ça. C'est-à-dire, ce qui est bien, c'est l'interdisciplinaire, le pluri, le trans, le multi, il y a diverses choses. Et ce qui est mal, c'est le disciplinaire. Ce point est considéré comme acquis. On n'a pas à le démontrer, c'est un fait. C'est à tel point que, à un moment donné, dans un encadré, ils parlent de l'évolution du curriculum en Australie. Ils disent qu'en Australie, en 2000, on a mis en place un enseignement social et environnemental qui renvoyait à l'histoire, à la géographie, à l'économie, à l'éducation civique, etc. Et puis ils disent en 2011, on y a renoncé. Et ça s'appelle retour en arrière. C'est-à-dire, ce qui était le bien, c'est de faire cette espèce d'enseignement total sur la réalité sociale, et puis on dit, on revient. À un autre moment, il faut en encadrer sur l'enseignement intégré de la science et de la technologie au collège. Alors ça, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Il cite Alain Boissineau, sur lequel je vais revenir, en disant ça, c'est le modèle de ce qu'il faut généraliser. Et puis il cite une étude d'un groupe de chercheurs, dont Marlene Coquidé, je crois, qui dit on a suivi pendant 3 ans dans un collège la mise en place de ça, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas, les profs, ils font le truc, et puis chacun fait sa discipline. Alors qu'est-ce qu'il en ressort? C'est que ces profs sont stupides. Vous voyez, au lieu de saisir l'incroyable chance de faire un enseignement au-delà du disciplinaire, ils en reviennent à leur discipline. L'idée que, si jamais de l'Australie au collège étudié par Marlene Coquidé, les disciplines occupent une place, c'est peut-être pas seulement parce que les profs sont bornés, archaïques, attachés à leur discipline, mais qu'il y a peut-être des raisons objectives de structurer les savoirs et les apprentissages, cette idée n'est pas évoquée. En 30 pages, il cite des montagnes de travaux. En 30 pages, ils ne citent pas un seul travail qui irait au contresens de la thèse qu'ils veulent démontrer. Ça s'appelle note de veille, ça suppose faire l'état des lieux d'un champ de discussion sur l'école. C'est totalement unilatéral. Sauf sur un point, qui fait partie des choses qui m'énervent encore plus. Au détour d'une phrase, ils mettent, une phrase où ils défendent leur thèse, ils mettent Jung 2010. Alors, je suis allé voir Jung 2010. Jung 2010 dit, écoutez, j'ai été le fondateur de la nouvelle sociologie de l'éducation, je me suis trompé, je me suis aperçu que les choses ont évolué, et dans cet article, il dit, il n'y a pas d'alternative à la structuration des apprentissages par les disciplines d'enseignement. Donc, ils citent un article qui va à l'encontre de leur thèse, mais ils ne disent pas ce qu'il y a dans l'article. Ils utilisent la référence à Jung comme une légitimation de leur discours, alors que c'est une entourloupe complète, et ce n'est pas le seul article où ils développent ça. Voilà, dès la fin des années 90, y compris en français, il y a un article de Jung qui explique cette question-là. Donc ça, c'est le premier exemple. Alors je vais être plus court sur les exemples, sinon j'ai promis que je ne vais pas dépasser 1 heure, il faut qu'on laisse un peu de temps au débat. Deuxième exemple, le 30 août 2014, Le Monde publie un dossier qui prépare la rentrée scolaire. Ça s'ouvre par une interview de Andreas Schleicher, le grand maître de l'éducation à l'OCDE. Ça se termine par un autre chercheur de l'OCDE, entre-temps un article de 2 journalistes, et de bout en bout, la question c'est l'enseignement français est archaïque, il est disciplinaire, il donne trop de place aux apprentissages formels, il est trop transmissif, il est trop vertical, il ne fait pas assez de place à la spontanéité des élèves, etc., etc. Donc vous voyez, une fois imprimé, ça fait 7 ou 8 pages, voilà. Très récent,
Alors ça c'est très récent, je ne sais pas si ça a attiré suffisamment l'attention des collègues. Le rapport de la Cour des comptes alors c'est le 4 mars 2015, vous voyez, ça vient de sortir, sur l'aide individualisée des élèves. Alors pareil, on part de l'idée que il faut que les étudiants développent, que les enseignants développent le travail interdisciplinaire. À aucun moment il est dit pourquoi, ni ce qui le justifie, d'accord? Et puis on nous dit qu'il faut développer aussi l'aide individualisée. Et l'objectif, c'est alléger le poids de la tradition disciplinaire dans le second degré, accorder moins de poids à la discipline enseignée, et on déplore que ce qui est un obstacle au changement, c'est que les enseignants du second degré sont attachés à leur discipline. La Cour des comptes, mars 2015. Alors, dans le même ordre d'idées, voici un sociologue, on ne me reprochera pas de parler que de l'économie, Olivier Galland, qui publie dans Télos est récemment réapparu, il était fermé, 27 février 2015. Olivier Galland commente les événements du 11 janvier, la nécessité de développer l'éducation à la citoyenneté. Ça fait longtemps qu'il est sur cette orientation, hein. Il a écrit des livres avec deux économistes, notamment Tesmar et Landier, là-dessus. Vouloir faire des jeunes des citoyens à part entière est une mission admirable que l'école doit certainement prendre en charge, mais précisément elle ne le fait pas. Si elle décidait que cette mission lui incombe, elle devrait repenser complètement le métier d'enseignant. Traditionnellement, celui-ci est centré sur la transmission des capacités cognitives dans le cadre bien délimité des disciplines, et donc voilà ce qu'il faut remettre en cause, nous explique Olivier Galland. Alors pourquoi? C'est très intéressant, pourquoi il faut remettre ça en cause? Parce que, en fait, l'intégration sociale dépend d'autre chose, l'ouverture d'esprit, le caractère consciencieux, les compétences sociales, les capacités non cognitives, etc., etc. Et c'est à cela que l'école devrait se consacrer. Alors, j'avais cité dans ma présentation, je n'y reviens pas, le communiqué assez retentissant du syndicat des chefs d'établissement à la rentrée, se plaignant des exigences disciplinaires déraisonnables des jurys des concours pour recruter des enseignants. Bon, une citation encore, 15 janvier 2015, un article dans Le Monde de Suzanne Citron et Anne-Marie Vaillé qui cite François Durper. François Durper, alors lui au moins il a le mérite d'être clair, il a publié un livre avec une collègue ex-prof de SES en disant que l'école était terminée, elle vivait ses dernières années, elle allait disparaître. Tout ça va être remplacé par l'informatique et le réseau mondial. Bon. Et Suzanne Citron, qui a fait des travaux très intéressants sur l'enseignement de l'histoire quand même, hein, fait référence à ce monsieur, et elle me dit « La lourdeur des programmes, leur division en disciplines ne laisse aucun temps pour le vivre ensemble dans l'école de la République. Voilà, des cursus scolaires plus souples et beaucoup moins détaillés, susceptibles de s'adapter aux situations de terrain, qui ne se présenterait plus comme la juxtaposition de disciplines cloisonnées. » Alors, je vais abréger. Dans le même ordre d'idées, quand même, un auteur important et révélateur, hein, puisque ça c'est mauvais pour l'enregistrement, je suis désolé. Roger François Gauthier, inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale, docteur en sciences de l'éducation. Voilà. Alors lui, ce livre-là, ce que l'école devrait enseigner, donc c'est qu'il faut abandonner les disciplines, passer à une logique de curriculum, etc., etc. Alors lui, il a expliqué il y a quelque temps, donc c'est quelqu'un de très influent, hein, il a été membre du Conseil supérieur des programmes, etc., etc., bien. Expert pour l'UNESCO, il a fait un rapport sur la comparaison des systèmes éducatifs, bien. Alors lui, il a expliqué un truc qui est très simple, qui est la chose suivante, et je crois que ça nous permet de rentrer dans le cœur des préoccupations du GRDS, me semble-t-il. Il a expliqué, il a dit, écoutez, on a démocratisé l'école, mais on n'a pas touché au contenu. Or, les contenus abstraits, théoriques, conceptuels, qui étaient jadis, sont plus adaptés aux élèves. Donc il faut revoir les contenus pour être cohérent avec la démocratisation. Et revoir les contenus, ça veut dire moins disciplinaire, moins conceptuel, moins abstrait, moins théorique, etc., etc., etc. Et donc, comme toujours, évidemment, c'est mettre l'accent davantage sur la logique de socialisation. Alors, j'arrête, sinon mon introduction va être démesurée. Je dis juste deux choses pour conclure ma conclusion.
La première chose, c'est que ce débat n'est pas nouveau du tout. J'en veux pour preuve un article tout à fait intéressant de Jean-Claude Forquin, qui est paru dans la Revue française de sociologie en 1984. Et il présente le débat sur les questions éducatives en Grande-Bretagne dans les années 60. Et pour lui, le débat se situe autour de deux positions. La première position, c'est celle des participants au débat qui considèrent qu'il existe, je cite Jean-Claude Forquin, une incompatibilité entre les exigences de la haute culture savante, fondée sur l'alphabétisme et la pensée verbo-conceptuelle complexe, et les possibilités ou orientations cognitives de la majorité des individus qui privilégient l'instinctif. Voilà, ça c'est une des positions. Et l'autre position, qui est défendue par d'autres auteurs, qui repose sur le postulat d'éducabilité. La ressource essentielle de toute introduction au savoir savant, c'est l'accès au langage parlé, ça va te rappeler quelque chose, Jean-Pierre, et qui est lui-même l'accès au concept, alors de la représentation, à l'abstrait, et donc au principe élémentaire du raisonnement logique. C'est pour tous la ressource de base pour s'engager dans un processus d'apprentissage des savoirs. Donc ça, c'est le débat anglais des années 60, reproduit en 1984 par Jean-Claude Forquin. Et soit dit en passant, lorsque j'entends dire que, j'y reviendrai tout à l'heure avec une citation, que les élèves ne peuvent pas entrer dans un apprentissage des sciences sociales qui serait trop théorique, trop abstrait, trop conceptuel, trop disciplinaire, eh bien, ça me fait penser avec un peu d'inquiétude à ce genre de discours. Alors, je voudrais ajouter, avant de rentrer dans le vif du sujet, si je peux, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation, et c'est une des raisons pour lesquelles je remercie le GRDS de son invitation, nous sommes dans une situation qui est véritablement une situation empoisonnée dans le débat sur l'école. La situation empoisonnée, c'est que, d'une part, on a un certain nombre de gens qui, sans doute avec de bonnes intentions subjectives, tiennent un discours où, au nom de valeurs démocratiques, de valeurs d'émancipation, de valeurs d'égalité, etc., critiquent justement l'aspect transmissif, le côté théorique, abstrait, disciplinaire des apprentissages. Et je dirais que donc ces gens-là, qui ont toutes les raisons du point de vue de leur engagement social, des valeurs qu'ils portent, d'être des gens dont je partage les idées, disent sur l'école et les savoirs, etc., des choses avec lesquelles je suis en désaccord. Et réciproquement, nous avons des gens qui sont des gens pour lesquels j'ai une violente antipathie, qui défendent des positions ultra-réactionnaires et qui défendent les disciplines, etc., etc. Quelqu'un qui est à la fois mon collègue et quelqu'un avec qui je n'ai pas de très bonne relation, qui s'appelle Jean-Paul Brighelli, a fait le coup de citer un de mes textes dans sa chronique du Point en disant qu'il était totalement en accord avec moi, et il l'a fait de façon délibérée en disant je te mets dans la merde, en disant que je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc c'est ça que j'appelle un débat empoisonné. Alors je voudrais donner un exemple de ce débat empoisonné, mais les membres du GRDS en ont rencontré d'autres de ces éléments de débat empoisonné. Alors c'est un texte 19 mars 2015 de Jean-Michel Jacarçou, qui est quelqu'un que j'estime, moi, pour ses engagements divers et variés. Il commente le programme du Front National et il dit « Je ne vois pas ce qui distingue ce programme des positions sur l'école de ceux qui pilonnent sans cesse le pédagogisme. » Et donc il mélange différentes choses. La condamnation du collège unique, ben moi je ne l'ai jamais condamné. La verticalité du rapport maître-élève, oui, je pense qu'il y a un discours instructeur qui est forcément vertical. Le maître qui sait, ben oui, moi je pense que le maître sait des choses que les élèves ne savent pas et que c'est constitutif de la relation pédagogique. Et donc, amalgamer tout ça pour dire il y a une proximité entre ceux qui disent que le maître sait et que la relation d'enseignement est transmissible et le Front National, me paraît une façon d'alimenter le caractère empoisonné de ce débat qui ne sert pas les intérêts, me semble-t-il, des valeurs démocratiques et progressistes que normalement je devrais avoir en commun avec Jean-Michel Jacarçou. Voilà. Donc je crois que nous sommes placés, enfin ceux d'entre nous qui défendent, je prends le titre d'une conférence que Jean-Pierre est venu faire à Marseille,
une pédagogie de l'exigence intellectuelle. Nous sommes placés devant cette situation de devoir nous battre sur deux fronts, entre des gens qui partagent globalement nos valeurs progressistes et démocratiques, mais qui ont des positions sur les savoirs et sur l'école qui me paraissent difficilement défendables au regard, encore une fois, des travaux qui existent. Et puis d'autre part, le fait qu'il y a effectivement un discours de restauration, on le voit bien à droite ou à l'extrême droite, et qui présente le retour à une école du passé mythifiée d'ailleurs, comme étant la solution. Alors, ma position, c'est que le seul moyen, c'est d'essayer d'en sortir par le haut, mais la voie est étroite. Je racontais tout à l'heure à Alain Becker que j'ai envoyé l'article de Michael Young à Samuel Josua, que certains d'entre vous connaissent sans doute comme didacticien, et qui m'a répondu en me disant « Tant d'intelligence pour que ça serve si peu, il faut vraiment que les forces adverses soient puissantes. » Et je crois que c'est assez vrai. Qu'il y a aujourd'hui, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure, sur 2 mois, sur février-mars, d'une série de publications importantes qui imposent cette doxa. Et d'ailleurs, je fais le diagnostic que s'il y a une telle accentuation de ce discours, c'est sans doute parce que les gens qui le portent pensent qu'ils ont gagné. Je pense qu'ils ont gagné. Alors, la première chose, c'est qu'il y a des pôles de résistance. Je prends comme exemple une brochure sur les disciplines et la culture commune qu'a publié le SNES en novembre 2014. Et je l'ai retenu, ces passages-là. Construire un mode de pensée historien sur les sociétés, ça c'est sur la partie sur l'histoire. Le regard du géographe sur le monde, ça c'est la partie sur la géographie. Et puis les enseignants de langue, qui citent Jean-Pierre Astolfi, qui dit que chaque discipline est une fenêtre sur le monde qui ne ressemble à aucune autre. Alors si j'ai retenu ces passages-là, c'est que si vous avez le temps de consulter le préambule du programme de sciences économiques et sociales actuellement en vigueur dans les lycées, que j'ai contribué à écrire pour 1/14e des membres du groupe d'experts, eh bien on dit à peu près la même chose, c'est-à-dire il y a une spécificité des regards disciplinaires, et c'est un enjeu de la formation de faire que les élèves s'approprient cette spécificité des savoirs disciplinaires. Et puis la deuxième chose qu'on dit, c'est, on reprenait une formule d'ailleurs de Roger Gannery, qui est apprendre aux élèves à porter un regard savant sur le monde social. Ce qui ne veut pas dire qu'on ignore le monde social, mais ce qui veut dire qu'on l'interroge avec les armes de la critique que nous fournissent les sciences sociales. Et le deuxième texte optimiste, alors malheureusement, ça ne lui ferait pas plaisir que je le passe, c'est un texte de Samuel Josua, c'est un vieux texte qui date de 1986. Alors il s'exprimait dans une revue syndicale et pédagogique, c'était son sous-titre, qui s'appelait L'école émancipée, qui existe encore, mais qui a connu bien des vicissitudes. Et c'est un article d'ailleurs, pour dire la vérité, que j'avais sollicité auprès de lui pour parler des questions d'enseignement. Et j'ai retenu ce passage qui nous concerne. Il dit « Encore une chose qui ne va pas de soi que l'interdisciplinarité. Pourtant, même pédagogue y voit le remède miracle pour rapprocher l'école de la vie, pour lutter contre l'aliénation que représente une culture en miettes, voire pour se conformer au véritable mouvement scientifique qui serait la nature interdisciplinaire, etc., etc. » Et il dit « C'est ce qui fait la force des sciences. Celles-ci ne doivent leur pertinence qu'au fait qu'elles énoncent un discours théorique sur des objets petits qu'elles découvrent à leur mesure. » Et dans l'introduction, dans le préambule du programme de terminale, nous avons repris une formule. Alors, on n'a pas donné l'auteur, ce qui fait que les gens nous l'ont reproché sans savoir l'auteur, mais qui était d'adopter une posture parcimonieuse dans l'étude des faits de société. Cette formule est de Pierre Bourdieu, qui évidemment revenait à cette idée. La conclusion de Samuel Josua en 86 donc était les équipes de recherche ont de plus en plus souvent recours à la collaboration entre spécialistes de disciplines différentes, mais jamais à un spécialiste d'interdiscipline. Voilà. Donc ça m'amène à ma première partie. J'ai déjà mangé beaucoup de temps. Ma première partie, pour dire les choses très simplement, et j'irai assez vite, c'est un fondement disciplinaire de l'enseignement, résolument oui. Alors d'abord, je pense qu'il faut distinguer, je vais aller vite bien sûr, mais bon, il faut distinguer
évidemment, les disciplines savantes et les disciplines scolaires. Certains proposent de dire discipline seulement pour les disciplines savantes et matière scolaire pour bien distinguer, etc. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que un des éléments de la conscience disciplinaire des professeurs de SES, c'est l'idée que les SES seraient une exception, puisqu'elles seraient une discipline scolaire à laquelle ne répond aucune discipline savante. Simplement, ce n'est pas du tout une exception, c'est le cas de toutes les disciplines scolaires. Les mathématiques du lycée renvoient à des spécialités savantes extrêmement hétérogènes. Une année où j'ai voulu faire assurer un cours à des mathématiciens de l'Université de Provence pour la préparation de la grecque, j'ai été obligé d'en prendre 4 parce que celui qui faisait les probas ne pouvait pas faire l'algèbre, celui qui faisait l'algèbre ne pouvait pas faire l'analyse et celui-là ne pouvait pas faire de statistiques non plus, etc. Donc on vit sur l'illusion qu'il y a le lycée, les mathématiques qui sont le correspondant. Il y a des gens qui disent ça, Chevalard dit ça parce qu'il y a les mathématiques de l'université, c'est les mathématiques du lycée. Mais pas du tout. C'est d'ailleurs le contraire, d'ailleurs Chevalard l'a explicitement dit. Alors vous pouvez prendre toutes les disciplines scolaires, alors évidemment l'histoire-géographie, évidemment les SVT, mais vous prenez le français, ça correspond à des tas de choses qui sont très différentes à l'université. Vous prenez l'anglais, pendant les brèves années que j'ai passées à l'Université de Provence, il y avait des batailles inouïes entre les américanistes et les anglicistes pour élire les professeurs dans le département d'anglais. Et quant aux batailles entre les géologues, les biologistes, c'est absolument inouï. Il y a eu des conflits dans le CNU entre élus syndicaux de différentes sensibilités de la biologie. Bon, voilà. Donc les SES ne sont pas du tout un cas particulier. D'accord ? Les disciplines scolaires sont toujours le résultat d'un appariement entre différentes disciplines scientifiques de référence. D'accord ? Donc parler de transposition didactique, ça ne veut pas dire que on applique au lycée ce qui se fait à l'université. En SES, on est habitué à dire non à la propédeutique. Bon, voilà. Ça n'est jamais le cas. Ça veut dire une chose, par contre, qui est très importante, à mon avis. Ça veut dire que le fondement, en dernière instance, je dis en dernière instance pour les habitués de ce vocabulaire, le fondement, en dernière instance, de la légitimité des savoirs enseignés à l'école primaire, au collège, au lycée, c'est pour beaucoup de disciplines, alors je suis prudent parce qu'il y a sans doute des cas particuliers que je ne connais pas, notamment la technologie, l'éducation physique, etc. Je ne connais pas, donc je ne parle pas, mais pour beaucoup de disciplines, la légitimité en dernier ressort, c'est la légitimité savante. C'est-à-dire que ce qui va fonder le fait qu'on peut enseigner telle ou telle chose, c'est le fait qu'on peut se référer à une discipline savante. Alors, cette chose, en fait, elle est évidente dans beaucoup de cas, mais il suffit juste qu'on la mette en rapport avec les débats sur les sciences économiques et sociales et les références disciplinaires. Je commence par un exemple qui a beaucoup occupé les sociologues. Au nom de quoi pouvait-on critiquer les activités de Michel Maffezoli? Au nom du fait qu'elle ne respectait pas les règles du travail scientifique. D'accord ? Si, comme le disent certains, comme le disait dans le passé la nouvelle sociologie de l'éducation anglaise, à propos de laquelle Michael Young dit explicitement « nous nous sommes trompés ». Et il dit ça avec les mêmes arguments que je lui emprunte, qu'on trouve aussi chez Jacques Bouverest d'ailleurs. C'est que s'il n'y a pas de référence savante pour trancher les débats, alors les idées qui dominent sont celles des idées du plus fort. Et c'est la meilleure façon de désarmer les faibles que de les priver de l'arme du savoir et de la connaissance. Deuxième exemple, lorsque une majorité politique a voté pour faire inscrire dans les programmes d'histoire les aspects positifs de la colonisation, qu'ont dit les historiens? Ils ont dit c'est pas aux politiques de décider ce qu'on doit enseigner. Il y a eu une mobilisation d'ailleurs des historiens universitaires et des professeurs de collège et de lycée d'histoire géo qui ont mené une bataille commune pour demander le retrait, et finalement, grâce à une entourloupe du Conseil constitutionnel, Chirac a réussi à s'en débarrasser sans trop de dommages politiques. Donc à chaque fois, qu'est-ce qui fait qu'on peut s'opposer
aux tentatives de pression exercées sur les contenus des savoirs scolaires, c'est d'en appeler à la légitimité savante. Un des points sur lesquels il y a à peu près accord en sciences économiques et sociales, ils ne sont pas très nombreux, donc soulignons-les, c'est l'opposition aux pressions diverses qui ont été exercées sur l'enseignement des SES par les milieux patronaux, l'Institut de l'entreprise, Jean-Michel Laxade, etc., etc. Personnellement, ma critique, ma réponse, qui a fait l'objet d'un texte public qui a été repris sur différents sites, dont celui de Philippe Mérieux, ça a été de dire à Michel Pembereau et Jean-Michel Laxade, mais si on accepte votre logique, alors vous allez nous interdire d'enseigner Adam Smith, parce que Adam Smith a dit que les maîtres faisaient un complot permanent pour faire baisser les salaires. Et si on enseigne Adam Smith, vous allez nous dire qu'on développe des idées subversives, etc. Et donc ce que j'ai cherché à leur montrer, c'est que leur idée de mettre les enseignements au service de telle ou telle conception, valeur, position, etc., revenait à se mettre en contradiction avec le savoir de référence, même le plus élémentaire, le plus ancien. En l'occurrence, Adam Smith, j'avais pris 2-3 autres exemples. Par exemple, on ne peut pas parler du crépuscule de l'entrepreneur et de Schumpeter, sinon on démoralise les jeunes et on en fait des ennemis de l'entreprise, etc., etc. Donc, mon argumentation a consisté à dire, et ça ils n'ont pas pu l'assumer, de dire votre position revient à nous interdire, y compris d'enseigner les économistes les plus fondateurs de la discipline, et donc elle n'est pas acceptable. Donc mon idée là encore, c'est que, bien sûr, je le dis tout de suite, les disciplines savantes, comme les disciplines scolaires, sont des constructions sociales. C'est ce qu'on nous dit dans cette brochure. Ce que dit aussi, je l'ai vu avec un brin d'inquiétude, la fiche de présentation du chantier de l'Institut de recherche de la FSU sur les disciplines, qui a été ouvert au début de l'année, qui insiste beaucoup sur le fait que les disciplines sont des constructions sociales. Évidemment, comme personne n'a jamais trouvé des disciplines scolaires ou savantes à l'état naturel, ça peut difficilement être autre chose que des constructions sociales. Est-ce que le fait qu'elles soient des constructions sociales fait qu'on peut s'en débarrasser, ou les dépasser, ou aller à autre chose, ou les recomposer? Je ne crois pas. Je pense que... et là, il cite par exemple Jean-Louis Fabiani, dont l'article, je suis allé lire l'article en entier de Jean-Louis Fabiani, bon, qui est une publication liée à l'EHESS à Marseille, donc voilà. Sa position est évidemment plus nuancée. Il retient une phrase en disant « Les disciplines savantes ne sont jamais que des lieux de confrontation de pouvoir où le meilleur l'emporte ». C'est-à-dire que ce qui est évacué dans ce discours-là, et c'est le même type de discours qui vient sur les disciplines scolaires. Hein. On dit que les disciplines scolaires, c'est des profs qui cherchent à gagner un territoire, qui se battent avec les profs de l'autre territoire à côté, etc. Je ne dis pas que tout cela n'existe pas, évidemment, la réalité sociale existe, mais on ne peut pas réduire les disciplines ni savantes ni scolaires à cela. Les disciplines ont un fondement épistémologique. Les disciplines... sont un patrimoine de concepts, de théories, de problématiques, de méthodes, qui est dans une large mesure cumulatif, et c'est au nom de ce patrimoine que l'on peut, par exemple, condamner ce qui se fait dans la mouvance de Maffezoli. Pas seulement parce qu'ils ont fait des manœuvres au CNU, mais aussi parce que leur production... Voilà. Alors, moi, pour dire les choses simplement et terminer ce premier sous-ensemble sur les disciplines savantes, ma position, c'est en gros très simplement celle que défendait Bourdieu dans Sciences de la science et réflexivité. Il ne faut pas avoir une approche irénique. Évidemment, il y a des enjeux de pouvoir, évidemment, il y a des institutions qui sont en lutte pour des locaux, pour des crédits, etc., etc. Mais il y a des règles du champ scientifique qui fait, disait Bourdieu, je le cite de mémoire mais textuellement, qui fait que les champs scientifiques sont des lieux où on ne peut triompher que par la force du meilleur argument. Et donc même si les gens ne sont pas vertueux, même s'ils sont animés par une libido liée au pouvoir plutôt qu'à la science, eh bien en fait à terme ils ne peuvent triompher que s'ils respectent les règles du champ scientifique. Et deuxième chose que dit Bourdieu, qui me paraît très juste, et auquel je suis attaché, qui est de dire la science est le moins illégitime de tous les pouvoirs symboliques.
Encore une fois, si on ne peut pas, et alors ça renvoie à des choses qui sont, je sais bien, très compliquées, hein, que je ne fais que survoler, hein, si l'on ne peut pas s'appuyer sur une légitimité savante des discours, et sur la vérité, au moins comme idéal régulateur, on en vient forcément à adopter une position totalement relativiste sur laquelle les discours se valent tous à peu près. Alors ce qui veut dire, je passe aux disciplines scolaires, ce qui veut dire très simplement que moi j'aime beaucoup, j'utilise d'ailleurs avec mes élèves dans les classes, je précise parce que c'est peut-être jamais inutile de préciser que j'ai une classe de seconde cette année et une classe terminale, donc je suis un vrai enseignant qui enseigne. J'utilise souvent la formule que je dois à Yves Chevalard, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventée, qui est de dire aux élèves, vous pouvez me croire, ce n'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire que l'enseignant, dans sa classe, est le porte-parole d'une communauté savante. Et dans cette communauté savante, les savoirs sont produits et légitimés selon des règles, et notamment des règles qui reposent sur le fait que les travaux sont publics et non pas ésotériques, et qu'ils sont ouverts à la discussion. J'avais beaucoup aimé, j'ai utilisé dans l'article que j'ai consacré aux éducations A, un texte que je trouve très important de Habermas qui s'appelle Science de la science, qui s'appelle Vérité et justification, où il traite de cette question-là. Et d'ailleurs, de façon assez significative, dans Science de la science et réflexivité, Pierre Bourdieu, c'est sa dernière leçon au Collège de France, certains le savent sûrement, Pierre Bourdieu cite favorablement et Habermas et même Merton. Il dit, dans ma jeunesse, comme tout le monde, j'ai contesté Merton, mais il fait référence à ces règles du champ scientifique, et notamment cette règle de la publicité du travail et la règle du scepticisme organisé comme étant quelque chose, au fond, même si on n'est pas un structuro-fonctionnaliste archaïque, on peut s'attendre à dire oui, les communautés scientifiques obéissent à ces règles du travail scientifique. Et donc, je pense que dans les classes, alors cela, je sais bien, pose problème, hein, dans les classes, je pense que l'épistémologie doit être présente à tout moment. Pas sous la forme d'un cours d'épistémologie, sous la forme d'une composante quotidienne de l'activité enseignante. Puisque la mode est à l'expérience, au vécu, un vécu qui date de mercredi, avec ma classe terminale, je suis revenu sur qu'est-ce que c'est qu'un type idéal. Alors j'étais en train de parler de toute autre chose, je débutais le chapitre sur le marché du travail. Il y a un élève qui me dit oui mais ça ne correspond pas vraiment à la réalité, il dit des choses plutôt sensées. Et donc je suis revenu sur, on a un outil, c'est un outil formel, c'est une modélisation, etc. On va voir ce que ça nous permet de comprendre et ce que ça ne nous permet pas de comprendre. Dans le programme actuel du lycée, il est dit que le concept de modèle doit être appris par les élèves. Eh bien, moi, le terme idéal type est utilisé dans l'introduction du programme. Moi, je fais fonctionner ces termes constamment. Et donc, à tout moment, l'avancée du travail avec les élèves mobilise la question de qu'est-ce qui fonde la validité de ce qui est dit ? Qu'est-ce qui fonde le fait qu'un certain type de savoir va être institutionnalisé par l'enseignant? Eh bien, ce n'est pas la subjectivité de l'enseignant. Dans beaucoup de cas, dans beaucoup de tensions, il y a des gens qui ont travaillé sur le climat scolaire, etc., et qui ont dit cela au détour de tel ou tel travail. Dans beaucoup de cas, les élèves vivent la question du rapport au savoir comme étant un rapport de domination personnelle de l'enseignant sur eux. Je dois faire ça parce que c'est l'enseignant qui le dit et que je suis obligé de dire ce qu'il me dit. Et moi, j'essaie de combattre explicitement cela. C'est-à-dire, je dis ça aux élèves. Ce que je suis en train de vous dire, je leur dis. Ce que je vous dis, je vous le dis parce que je me fonde sur un certain nombre de choses que je peux vous dire. Ces choses sont discutables, etc. Encore une expérience alors très intéressante. Dans le début de ce cours avec les élèves de terminale, j'ai employé le mot salariat. Et donc, j'ai cherché à construire avec eux une définition de salariat.
Et puis les élèves me cherchent et ils cherchent à comprendre. Et les élèves, c'est bizarre, hein, ça aime bien réfléchir, ça aime bien comprendre. Bon. Donc j'en viens à expliquer en disant, bon, bah, y a des grands modes de production, c'est des gros mots ça, hein. Il y a des grands modes de production, il y a des rapports sociaux caractéristiques, et je parle d'esclavage et de servage. Et j'explique un peu. C'est vertical, transmissif, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et un élève à ce moment-là m'objecte en me disant, oui, mais moi je considère que les conditions de travail des gens qui ont brûlé là-bas au Bangladesh, dans l'industrie textile, des multinationales délocalisées, c'est de l'esclavage. Eh bien, je pense que cette situation est une situation qui est extrêmement formatrice. D'accord ? Donc j'ai expliqué pourquoi, j'ai parlé de Marx et du travailleur libre, pourquoi, même si on était indigné par les conditions de travail et de rémunération de telle ou telle catégorie de salariés, il était important de distinguer le concept d'esclavage du concept de salariat. Parce que si on mélange les deux, on s'interdit de comprendre correctement le monde. Et le mot concept est un mot que j'emploie très souvent dans les classes. Je dis ceci est un concept. Voilà. Donc, c'est le rattachement au savoir de référence qui fonde cette posture dans le fonctionnement des disciplines. Alors je répète que très souvent, dans toutes les choses que j'ai expliquées tout à l'heure, que j'ai citées, il y a une contestation. C'est-à-dire, l'idée, c'est que c'est parce que le professeur en saurait trop, parce qu'il tiendrait un discours trop savant, trop conceptuel, trop abstrait, que les élèves ne pourraient pas comprendre. Ma thèse et ma pratique, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut conduire tous les élèves à des conceptions extrêmement ambitieuses de la connaissance. Ça ne veut pas dire que je fais le modèle d'équilibre général calculable avec mes élèves de terminale, je vous rassure tout de suite. Mais je fais des choses qui se revendiquent comme étant conceptuelles. Et par exemple, je ne dis jamais aux élèves, et bien je dis qu'on ne doit pas dire qu'un modèle est réaliste ou pas, parce qu'un modèle est nécessairement irréaliste. Mes élèves connaissent le sens de l'expression portée heuristique en disant qu'est-ce que ça peut nous permettre de comprendre et qu'est-ce que ça peut nous permettre, qu'est-ce que ça ne nous permet pas de comprendre. Voilà. Alors, pour laisser suffisamment de temps au débat, je voudrais dire encore une chose, et puis je donner 2-3 éléments de réflexion, et puis ouvrir la discussion. Alors, la première chose, c'est que moi, ma réflexion, donc je suis parti de la critique romantique de l'école, hein, dans ma jeunesse lointaine. Ensuite, j'ai fait une première rencontre très forte, en effet, c'est celle de Yves Chevalard, et de la théorie de la transposition didactique, et Samuel Josua sur la question de la physique. Bon. Alors, par rapport au débat empoisonné dont je parlais tout à l'heure, hein, il se trouve que nous travaillions tous les trois dans l'ex-IUFM d'Aix-Marseille, et que nous y avions aussi une activité militante. On était élus au conseil d'administration de l'IUFM. Voilà. Il y avait une proximité qui était intellectuelle, mais qui était aussi liée à une certaine vision de la société. Je pense que ça a beaucoup contribué à cette réflexion. Et plus récemment, je me suis intéressé à la fois à la tradition issue de Basil Bernstein, à ses travaux et à sa tradition. J'ai été aidé en cela par un maître de conférence du département de sociologie d'Aix qui s'appelle Philippe Vital, qui est un spécialiste de Bernstein, qui a soutenu sa thèse avec Bernstein à Aix. Bernstein était déjà très malade et il avait fait l'effort de venir. Donc c'était une co-tutelle de Roger Establet et Basil Bernstein. Et donc ça m'a beaucoup aidé, je dois dire, parce qu'il connaissait très bien l'œuvre de Bernstein. Et puis je me suis aussi beaucoup intéressé aux travaux sur les malentendus des apprentissages, donc aux travaux de l'équipe ESCOL, etc. etc. Voilà. Et j'ai essayé de penser les problèmes que nous rencontrions en SES à partir de ça, c'est-à-dire à partir d'un ensemble de référents théoriques qui n'étaient pas ceux qui étaient le début de ma carrière professionnelle. Hein, voilà. Alors, ce que j'en ai retenu, si on simplifie beaucoup, c'est évidemment les deux concepts essentiels de cadrage et de classification. Il y a aujourd'hui, pour les gens qui travaillent dans ce domaine, hein, il y a eu notamment un colloque
qui avait été animé entre autres par Philippe Vital et Roger Establé sur les idées de Bernstein, colloque international, et notamment des chercheurs portugais, etc. Et l'un des chercheurs a dit, nous, à l'état de notre réflexion, nous sommes pour une pédagogie visible, radicale. Et donc j'ai adopté ça comme mot d'ordre, je suis pour une pédagogie visible, radicale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une pédagogie visible pour Bernstein? C'est une pédagogie qui repose sur une classification forte des savoirs et sur un cadrage fort de l'activité des élèves. Classification forte des savoirs, c'est-à-dire notamment la distinction entre les savoirs communs et les savoirs savants ou scolaires. Et donc il faut absolument former les élèves, moi je m'y efforce, à distinguer quand on est dans un registre de langue. Alors après j'ai appris aussi en lisant Elisabeth Bautier, j'ai été initié aux thèses de Bakhtin, au genre premier, au genre second dans l'histoire, dans l'usage du langage. Il faut absolument qu'on ait constamment le souci dans les classes de bien attirer l'attention des élèves quand on est sur le registre du langage courant, quand on est sur le registre du langage disciplinaire. Donc moi, je ne laisse pas dire les élèves argent à la place des revenus, et un quart d'heure après argent à la place de monnaie, et un quart d'heure après argent à la place de patrimoine. J'exige que selon le cas, on dise monnaie, patrimoine ou revenu, parce que ce n'est pas pareil, et que si on admet que les élèves englobent tout ça sous le mot argent, ça va être une cause de confusion intellectuelle, et ça sera un obstacle aux apprentissages. Et ça sera un malentendu, puisque l'élève croira qu'il a bien répondu, puisque le prof dit oui, c'est vrai, il gagne de l'argent, alors qu'il n'est pas question d'argent, il est question de revenus, etc., etc. Donc je pense que cette idée de cadrage, classification forte et de cadrage fort des activités des élèves, c'est-à-dire de la place que doit occuper le discours instructeur, me paraît quelque chose d'absolument essentiel. Tout à l'heure, je disais que beaucoup de travaux ont été accumulés. Alors, il y a ceux de Jean-Yves Rochex, de Stéphane Bonnery, plein d'autres, Jacques Crinon, voilà, qui vont tous dans le même sens. C'est que plus on a une pédagogie visible, plus on réduit les inégalités sociales d'apprentissage. Et que par conséquent, si on a véritablement comme objectif la démocratisation de l'accès au savoir, il n'y a pas d'autre alternative que de mettre en place cela. Alors, j'ai été éclairé, donc il y a peu, par cet article de Michael Young, là, alors je reconnais qu'il est un peu exotique, c'est une revue d'éducation de l'université d'Hawaï, dans lequel il dit, d'abord il dit une chose qui fera débat sans doute, il dit ce n'est pas aux enseignants de définir le curriculum, puisque le curriculum il a sa légitimité dans les savoirs savants. Et il dit il faut distinguer la question du curriculum et celle de la pédagogie. Si on se mettait d'accord sur les mots, mais maintenant le mot est piégé, je reste résolument favorable à une pédagogie active, au sens où il n'y a pas d'apprentissage où les élèves ne soient pas intellectuellement actifs. Mais cette idée que la pédagogie doit conduire à ce que les élèves se posent des questions, y compris par rapport à la réalité la plus immédiate, elle doit être mise au service d'une conception des apprentissages et du curriculum qui met l'accent sur le cadrage et la classification. Il n'y a pas lieu, à mon sens, dans une perspective de démocratisation de l'accès au savoir, d'opposer ces deux choses-là. Et donc cette distinction curriculum-pédagogie, du coup, ça m'a permis de penser quelque chose que j'avais dans ma tête et qui n'était pas clair, et ça sert à ça de lire des grands auteurs, c'est d'essayer d'y voir plus clair. Ce qui veut dire que, pour revenir à des choses qui font débat en sciences économiques et sociales, oui, résolument, je suis pour qu'on dise aux élèves, eh bien, ici, alors c'est une métaphore que j'emprunte à Peter Berger, mais qui a été utilisée par d'autres, dans son invitation à la sociologie. Je dis aux élèves maintenant, on va mettre nos lunettes de sociologue. Si on met nos lunettes de sociologue et qu'on regarde l'entreprise, qu'est-ce que ça nous apprend? Et si on change de lunettes, qu'est-ce qu'on voit d'autre qu'on ne voyait pas avant? Non pas pour dire, comme c'est malheureusement trop souvent le cas, eh bien on jette un regard économique et c'est pauvre, caricatural, simpliste, et on va mettre nos lunettes sociologiques, c'est vachement plus joli, c'est en couleur, etc. Mais pour dire,
les différences de regard nous apprennent des choses différentes. Et c'est pour cette raison que lorsque on maîtrise suffisamment le regard de chaque discipline, on peut du coup les croiser. J'arrête pas de demander aux collègues qui sont pour le croisement généralisé de dire comment peut-on croiser des choses qui n'existent pas. Si les élèves ne connaissent pas les spécificités disciplinaires, comment peuvent-ils croiser? Alors, il y a une réponse à cette question, mais justement, elle nous montre la prégnance dans la conscience disciplinaire des SES de la pédagogie invisible. Je vais y revenir et je terminerai par là. Isabelle Harlet et Xavier Lanéel ont fait une communication à un colloque qui se tenait à la Haute École de Vaud, où elles parlent du débat sur les programmes dans l'enseignement des SES. Et elles se fondent sur un certain nombre d'entretiens qu'elles ont menés avec des enseignants et avec des IPR. Bon, je prends cet exemple parce qu'il existe, aussi parce qu'on ne peut pas suspecter, puisque les deux auteurs sont plutôt sur la position de critique des programmes, globalement. Et elle cite un entretien avec un professeur qui dit qu'il s'oppose à ce qu'il y ait dans les programmes une distinction explicite entre économie et sociologie. Il est opposé à ça. Et il ajoute, et elle rapporte cela sans le commenter, il ajoute « D'ailleurs, je n'ai jamais vu un élève confondre économie et sociologie. » Mais si on ne lui a jamais appris ce que c'est que l'économie et la sociologie, comment fait-il pour ne pas les confondre? Si on n'explique pas la différence entre un âne et un mulet, comment je vais faire pour ne pas confondre l'âne et le mulet? Ça suppose, on est dans la pédagogie invisible, c'est-à-dire qu'on suppose que les élèves savent déjà ce qu'on veut leur apprendre. Et donc, c'est évident que ça va produire des inégalités, parce qu'il y a ceux qui ont les ressources de comprendre qu'est-ce que c'est l'économie et la sociologie, ou qui on va pouvoir l'expliquer dans leur famille, ou etc. Et puis ceux non. Et puis ceux non. Alors, je voudrais terminer en faisant d'abord une première chose. C'est ce petit texte de Elisabeth Châtel qui figure dans son HDR. Donc c'est un peu un texte qui résume son travail de la période où elle s'est intéressée aux sciences économiques et sociales prioritairement. Le texte est notamment disponible sur le site de l'association Corpus, qui est une association qui a été créée par le SNES, principalement la FSU, l'APSES est membre de cette association, donc vous pouvez retrouver très facilement ce texte, c'est le chapitre 4 de son HDR. Et donc elle commence par présenter le fameux projet fondateur de 1966. Bon, j'ai pas le temps, mais j'aurai beaucoup de choses à dire sur le projet fondateur. Et elle conclut ainsi, donc elle le présente là, un enseignement pluridisciplinaire, donc pas de discipline, ouvert sur le monde, refusant d'enseigner des modèles trop théoriques, faisant travailler des élèves sur des dossiers de documents, développant leur autonomie avec des programmes autour des objets-problèmes. On retrouve tout ça selon la méthode des annales, donc de l'histoire, de l'histoire. Et elle indique, cette esquisse montre les traits qui campent pour Bernstein le modèle d'une pédagogie invisible aux codes intégrés. Eh bien, je suis totalement d'accord avec Elisabeth Châtel. Le projet fondateur, c'est de faire de la pédagogie invisible. La seule différence que j'ai avec Elisabeth Châtel, c'est que je pense que c'est une mauvaise idée. Je pense que c'est une mauvaise idée, et je pense que c'est socialement inégalitaire. Une des choses qui a changé quand même, c'est qu'il faut se souvenir que quand les SES sont créés, en 66-67, en seconde, on est encore à peu près à, Jean-Pierre, 25% d'une classe d'âge au baccalauréat, quelque chose dans ce goût-là, fin des années 60, baccalauréat général. 15%. 15%. 63. Voilà, bon, on est à peu près ça, on est entre 15 et 20, c'est-à-dire qu'on s'adresse à un tout petit nombre de gens. Et évidemment, les anciens de la discipline disent « mais écoutez, c'était formidable ». Alors moi aussi, j'ai connu ça formidable. Il y a eu une époque où j'avais dans ma classe de terminale, début des années 80, c'était déjà plus tard, j'avais la secrétaire départementale de la jeunesse communiste, 2 étudiants de terminale qui étaient en comité rouge, et c'était super génial, comme c'était vivant et qu'on pouvait parler de la vie et de la société, vous voyez. Mais aujourd'hui, nous avons un élargissement du public, nous avons aussi des générations qui ont des caractéristiques liées à leur propre histoire générationnelle. Et donc, je pense que cette pédagogie invisible n'a jamais été une bonne idée, mais elle est encore plus mauvaise aujourd'hui comme idée qu'en 1967.
Et un des débats que nous avons en SES, c'est, moi j'ai dit qu'il fallait une refondation des SES, au sens où on mettrait ça à plat et on dit, bon, ben, il faut prendre acte des travaux sur les malentendus des apprentissages, il faut prendre acte des travaux de Bernstein et de sa filiation, et il faut refonder la façon dont nous enseignons autour d'une pédagogie visible, etc. C'est la condition pour... Voilà. Alors, je voudrais vous donner deux autres exemples de ce problème-là. Il y en a plusieurs autres, mais j'en donne plus que deux, et puis je m'arrête. Le premier, c'est un extrait d'un article, vous voyez, 1995, c'était les anciens programmes, c'était des programmes avec lesquels je n'ai pas été compromis. Elisabeth Châtel et Adeline Richer, qui ont été dans le groupe de travail qui a travaillé à l'INRP. Et donc, elles rendent compte d'observations conduites dans les classes sur la façon dont les élèves travaillent. Elles prennent l'exemple du marché et des prix. Et ça, c'est un extrait de la conclusion de l'article. Pris par le temps et par l'impératif de faire tenir le groupe, les professeurs ne s'attardent que rarement quand se manifeste une incompréhension. Moi, je trouve que c'est un peu embêtant, ça. Voilà. L'emporte le souci de produire un énoncé parti d'un discours accessible, compréhensible et donc acceptable par les élèves sur le thème dont on traite en classe. Alors ça, c'est cohérent avec la posture d'Elisabeth Châtel qui dit il n'y a pas de savoir savant de référence, on construit de l'enseignable dans la classe. Parce qu'elle dit s'il y a un savoir de référence, c'est une approche normative, etc. Pas du tout. Les élèves et les professeurs sont dans l'interaction et ils produisent ensemble le savoir scolaire. Et ils ajoutent, c'est elles qui écrivent ça, plus qu'un véritable travail de réflexion, de construction de concepts, en vue d'une intelligibilité accrue du monde contemporain grâce aux connaissances que procurent les sciences économiques et sociales. Donc ça, c'est ce que le prof ne fait pas d'après elle. Je trouve que c'est absolument terrible. C'est des défenseurs de la thèse dominante en SES, que j'ai appelée la doxa des SES. Ce n'est pas des ennemis qui écrivent ça. Elles disent les profs n'apprennent pas aux élèves à avoir une meilleure intelligibilité du monde social grâce au concept des sciences économiques et sociales. Plus qu'à, c'est pas tout à fait non à. Mais plus qu'à. Mais tu vas voir, après, il y a de la nuance encore. C'est essentiellement un discours valide qui est ainsi transmis et négocié. Transmis et négocié. Et elles ajoutent, ça c'est le plus beau, je trouve, rien ne dit, que la possession d'un tel discours n'aide pas aussi à constituer des repères, à donner des mots, à ouvrir des questions susceptibles d'introduire à la compréhension des problèmes économiques et sociaux du monde contemporain. C'est-à-dire que leur observation les conduit à dire rien ne dit que le travail des professeurs de SES n'aide pas les élèves à améliorer leur compréhension du monde contemporain. Moi, je trouve que c'est assez dévastateur, du point de vue de la réflexion sur cet enseignement. Et alors, j'avais dit que je faisais un dernier, je fais le dernier, parce que quand on parle de la spécialisation disciplinaire, souvent, en fait, le modèle qu'on a dans la tête, c'est de dire, en fait, les profs de SES, ils sont contre la spécialisation disciplinaire parce qu'ils sont contre l'économie. Alors, pourquoi ils sont contre l'économie? Parce que l'économie, c'est l'économie orthodoxe, néoclassique, libérale, de droite. Bon, très bien, admettons. Par parenthèse, je dis qu'il y a aussi un changement de contexte idéologique, ça c'est un élément de mon analyse qui est contesté, et contestable, c'est que le changement d'analyse, si vous voulez, c'est que jusqu'aux années 70, même 80, quand on était de gauche, et même radicalement de gauche, on se revendiquait de la scientificité de la science économique. On publiait Critique de l'économie politique, on lisait Ernest Mandel, on lisait le manuel d'économie politique marxiste, le traité de capitalisme monopoliste d'État. Il y avait une revue qui s'appelait... Il y avait un secteur économique du comité central où il devait y avoir 50 ou 60 personnes du Parti communiste français. Il y avait une revue qui s'appelait Économie politique. Et donc, poursuivant une tradition qui remonte à Boukharine, je vous invite toujours à relire l'économie politique du rentier de Boukharine. Boukharine critiquait l'économie néoclassique. Mais pour critiquer l'économie néoclassique, il est allé suivre les cours de Bombaverk. Il est allé à Lausanne écouter les cours des successeurs de Pareto. Et il est allé à New York pour être sûr qu'il connaissait bien l'économie néoclassique. Et après, il a écrit un livre de critique. C'était une époque où les marxistes considéraient qu'ils devaient être les meilleurs pour pouvoir critiquer. Jusqu'aux années 70, ça a été comme ça. C'est-à-dire que c'est l'époque, par exemple, où à l'INSEE,
on produit la fresque historique du système productif français. C'est des statisticiens de l'INSEE qui sont marxistes et qui produisent un travail qui est inattaquable du point de vue scientifique. Et d'ailleurs, l'INSEE le publie. À l'INSEE, à l'époque, il y avait un certain Philippe Orzog qui crée le premier modèle macroéconomique français, le fameux modèle Zogol. Voilà. Depuis, nous avons changé. Aujourd'hui, nous sommes complètement noyés par ce que j'appelle l'idéologie du monde diplomatique, c'est-à-dire, ou de Mauduit dans Mediapart, l'économie, c'est les libéraux et la droite. Et donc, si vous faites une analyse économique, alors dans le mensuel Regard, il y a quelqu'un qui fait une chronique maintenant qui est en gros les économistes ne sont pas tous des salauds. Enfin, il ne dit pas salaud parce que c'est pas convenable. Mais, voilà. On en est aujourd'hui à dire on a le droit de faire de l'économie, mais attention, on s'excuse. Hein. Et je pense que là, il y a un changement de posture qui explique des choses. Mais passons. Donc, on pourrait comprendre un discours qui est de dire on veut faire de la sociologie parce que la sociologie est en quelque sorte un contrepoint à l'orthodoxie économique libérale. Moi, je ne pense pas ça du tout, personnellement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans les savoirs économiques qui ont une portée critique tout à fait considérable et que c'est important que les élèves le comprennent. Voilà. Mais je voudrais terminer par cette citation qui est de Gérard Gross, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, dans lequel il explique, ça me permet de terminer sur les disciplines, dans lequel il explique qu'il est contre l'enseignement de la sociologie au lycée. C'est pas seulement qu'il est contre l'économie, ça on pourrait comprendre, si l'économie c'est néoclassique, mais il dit, à propos de l'enseignement de la sociologie, je voudrais soutenir l'idée que cet enseignement n'existe pas et qu'il n'est pas souhaitable qu'il existe. Eh bien ça aussi, je pense que c'est une divergence majeure. Je pense que les disciplines scolaires sont des constructions spécifiques, il faut sélectionner quels sont les savoirs, on n'enseigne pas tout forcément, il faut sélectionner le niveau de conceptualisation auquel on se situe, mais dès lors que la production du savoir savant obéit, et selon moi, pas que pour des mauvaises raisons, à la logique du découpage disciplinaire, eh bien, il faut que l'école, en tout cas le lycée, forme les élèves à la spécificité de ce regard disciplinaire. J'ajouterai que je dis au moins le lycée, parce que c'est le domaine que je connais le moins mal, mais par exemple, les travaux d'Yves Rother, qui a parlé de conscience disciplinaire, a montré que, à l'école primaire, la réussite scolaire des élèves était meilleure lorsqu'ils avaient une conscience disciplinaire, lorsqu'ils savaient que quand ils font telle activité, ça correspond à telle ou telle chose. Alors je n'ai pas eu non plus le temps, je suis désolé, moi je me suis aussi beaucoup appuyé, bien qu'il travaille surtout sur l'école primaire, sur les travaux de Stéphane Bonnery. Je pense que cette idée selon laquelle on propose des activités aux élèves sans expliciter les apprentissages visés, sans institutionnaliser ensuite ces apprentissages, c'est un formidable créateur de malentendus d'apprentissage. Sur une liste professionnelle, une collègue racontait, c'est peut-être un cas limite, mais il existe, hein, que dans le cadre de l'étude de l'exclusion et de la marginalité, elle avait avec ses élèves construit une sorte de mini camp de Rome dans un coin de la cour du lycée avec des matériaux récupérés par les élèves. Ça permet d'ancrer les savoirs dans le vécu, sans doute. Je crains que l'apprentissage conceptuel soit assez limité, que le temps dépensé soit assez déraisonnablement gaspillé, et je crains aussi que pour beaucoup d'élèves, le malentendu ne soit massif. L'objectif, c'est de construire un beau camp de Rome, de ramener les trucs les plus sympas. Ça fera plaisir à la prof. C'est comme quand les élèves observés par Stéphane Bonnery colorient, mais ils ne comprennent pas du tout que le problème, c'est les courbes de niveau. Ils comprennent qu'il faut bien colorier et pas déplacer les lignes. Donc je pense, et ça me permet de retomber sur mes pieds, qu'un des éléments du cadrage de l'activité des élèves, c'est d'expliciter très clairement quels sont les apprentissages visés et de veiller à la cumulativité de ces apprentissages en institutionnalisant les savoirs acquis et en ayant le souci de les faire refonctionner en permanence chaque fois qu'on a l'occasion dans l'avancement du travail avec les élèves. Je pense que faire cela, puisque la critique m'a été adressée, faire cela, ce n'est pas former des singes savants, c'est doter les gens des armes intellectuelles de leur autonomie. Mais c'est vrai que je suis minoritaire. Je vous remercie.